Bonjour Zoé, Bonjour. tu commences un travail doctoral qui a déjà été récompensé par l'Académie internationale des principes de Nuremberg. Tu peux peut-être commencer par nous expliquer dans quel contexte tu as entamé ce travail. Après, on passera plus à l'explication de son contenu. Très bien. Alors j'ai commencé par une licence de droit à l'Université catholique de Lille, une licence européenne de droit. Et par la suite, j'ai intégré un master 1 de droit international et droit européen à l'Université d'Aix-Marseille. Ensuite, un master de droit international public dans la même université, où j'ai pu découvrir davantage le droit international pénal et notamment participer à un concours de plaidoirie de procès simulés devant la Cour pénale internationale. Et donc c'est à cette occasion et le travail tout au long de l'année qui m'ont permis de me passionner sur cette matière. J'ai d'ailleurs réalisé en parallèle la même année un mémoire en droit international pénal. Et donc j'ai fini par justement me spécialiser pour ma thèse en droit international pénal sous la direction du professeur Julien Fernandez que j'ai rencontré par ailleurs à l'occasion du concours de plaidoirie. Très bien, alors quel est le sujet de cette thèse et peux-tu nous expliquer comment tu vas étudier cette question? Alors ma thèse porte sur la complémentarité de la Cour pénale internationale et plus précisément j'étudie la pratique du bureau du procureur dans la mise en œuvre de ce principe de complémentarité. Alors la complémentarité, qu'est-ce que c'est? On l'oppose généralement à la primauté de juridiction. La primauté de juridiction qui a façonné toute l'histoire de la justice pénale internationale jusqu'à la Cour pénale internationale, puisqu'en effet les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo dans un premier temps, puis les tribunaux pénaux internationaux dans un second temps, étaient régis par ce principe de primauté, et donc ils avaient, ces tribunaux, la responsabilité première de poursuivre et juger les auteurs des crimes commis dans les différents contextes, que ce soit la Seconde Guerre mondiale ou les conflits en ex-Yougoslavie ou au Rwanda. Mais quand le projet de Cour pénale internationale s'apprête à voir le jour, à la fin des années 90, lors des négociations du statut de Rome, les États insistent beaucoup sur le fait que la primauté de juridiction n'est plus possible, et donc il faut trouver une alternative, et c'est le principe, la complémentarité, qui est alors mis en lumière et qui finalement sera adopté lors de la conférence de Rome et qui sera implicitement inscrite dans le statut de Rome. Puisqu'en effet, la complémentarité, le terme même de complémentarité, ne figure pas explicitement dans le statut de Rome. On voit un premier indice dans le préambule et ainsi également dans l'article 1er, on peut lire que la Cour pénale internationale sera complémentaire des juridictions nationales. Et finalement, il faut s'intéresser donc à l'article 17, qui lui, en quelque sorte, explicite ce que veut dire le terme de complémentaire, et donc de complémentarité. Et cela signifie que la Cour pénale internationale est une juridiction de dernier ressort, puisqu'elle interviendra que si les États n'ont pas la volonté ni la capacité de poursuivre les auteurs de crimes de droit international. Et cette complémentarité, elle intervient dès les prémices d'une situation qui se présente devant la Cour, et c'est le bureau du procureur, en l'occurrence l'organe chargé des enquêtes et des poursuites, qui va se charger d'évaluer cette complémentarité en premier lieu, donc dans le cadre, dans un premier temps, de l'examen préliminaire, et puis ensuite dans le cadre de l'enquête. Et donc, il est intéressant ici, donc, dans ce sujet, de voir qu'il n'y a pas uniquement les juges, contrairement à ce qu'on pourrait croire lorsqu'on parle de juridiction pénale internationale, et si on peut faire un parallèle avec la Cour internationale de justice, on n'y voit vraiment que les juges. La Cour pénale internationale, elle, est dotée d'un organe supplémentaire, ce bureau du procureur. Et donc, il a, au fur et à mesure de l'histoire de la Cour pénale internationale, nous avons 3 procureurs qui se sont succédés. Et donc, il est intéressant de voir l'évolution justement de cette pratique de la complémentarité, qui est l'objet même de cette thèse. Et notamment, il y a un document qui a été assez déterminant, qui a été publié récemment et qui a un peu déclenché ma volonté de travailler sur ce sujet, puisqu'en avril 2024, le procureur Karim Khan a érigé un
un document de politique générale relatif à la complémentarité et à la coopération. Et donc, il va être intéressant dans cette recherche d'étudier le avant de ce document de politique générale, mais également le après, là, dans les années à venir. Quelle sera ta méthode pour essayer de découvrir la manière dont ce principe est appliqué et les évolutions éventuellement dans son application? Alors, tout d'abord, je m'intéresse en premier lieu, évidemment, au droit positif, au texte de la Cour, notamment le statut de Rome, mais également règlement de procédure et de preuve, où ça peut être le règlement du bureau du procureur, le manuel des opérations, mais il va également y avoir une étude sur les documents propres, on va dire, au bureau du procureur, dans ce que j'appelle un peu sa jurisprudence institutionnelle, puisque chaque année, il émet des rapports annuels sur ce qui s'est passé l'année concernée, mais également des documents, donc des policy papers. Mais aussi, je vais évidemment également étudier la jurisprudence des juges concernant justement ces critères de volonté, de capacité, et même il y a la gravité du crime qui peut également être pris en compte. Donc toute une étude vraiment des documents propres à la Cour, mais également une étude évidemment de la doctrine et de tout ce qui a pu être dit par les universitaires sur ce sujet. Et également, j'adopte une méthodologie pour les entretiens, puisque je réalise des entretiens dans le cadre de ma thèse, étant donné le caractère pratique du sujet, il me semblait pertinent d'aller sur le terrain directement à la Cour pénale internationale, où j'ai pu, là, durant cette première année de thèse, m'entretenir avec des juges à la Cour, mais également des membres du bureau du procureur et même du greffe, dans le cadre d'entretiens de cadrage pour orienter mes recherches et avoir un premier panorama sur ce que chacun pense de la complémentarité et de problématiques auxquelles ils ont pu faire face. Et voilà, donc j'en ai tiré des premières conclusions, et évidemment je retournerai sur le terrain dans la suite de mes recherches pour éventuellement confirmer ou infirmer mes premières conclusions sur différents aspects du sujet. Très bien, alors bien sûr la thèse n'est pas encore terminée, Non. Donc on réservera les conclusions définitives pour la fin, mais peut-être une première idée. Ce principe de complémentarité, c'est un principe purement pragmatique pour une manière de réserver les moyens relativement limités aux cas les plus problématiques, ou bien c'est un principe qui contribue à une répartition des compétences entre la justice internationale et la justice nationale, et derrière ça, à la légitimité de la justice internationale. Quel est ton avis à ce sujet, préliminairement? Oui, bien sûr. Alors, à mon sens, donc, on a vraiment, évidemment, ce principe de complémentarité qui est implicitement érigé dans l'article 17 du statut de Rome, mais je pense qu'il faut aller au-delà, et c'est la sensation que j'ai avec ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, c'est qu'on s'est un peu limité à étudier vraiment ce principe-là, comment il a été interprété par les juges dans diverses situations. Et je pense qu'il faut aller au-delà de cet article 17 et d'étudier la complémentarité dans sa pratique, sa mise en œuvre, ses effets et conséquences sur les différentes situations et même sur la mise en œuvre de nouveaux mécanismes. Et c'est un peu... Donc, ça revient à cette traduction à ce phénomène, je le traduis comme un glissement de la complémentarité qu'on peut appeler négative, classique, dans la doctrine, donc vraiment de l'article 17, vers une complémentarité davantage dite positive, voire dynamique, comme le consacre le procureur dans ses documents, où on a vraiment, donc, à l'origine, on incitait les États à un peu, on peut le dire, renvoyer leur situation devant la Cour pénale internationale, mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisque le procureur Karim Khan, face aux nombreuses réticences des États, et je pense dans l'objectif d'essayer de continuer les activités de la Cour qui sont un peu en péril aujourd'hui, il va davantage aider ces États à mettre en place des juridictions à l'échelle nationale, comme ça a pu être le cas en Colombie, ou plus récemment dans
dans la situation en Ukraine, où là on a vraiment une complémentarité comme jamais on a pu le voir précédemment, avec vraiment une coopération entre la Cour pénale internationale et le réseau, un réseau européen, et également avec une équipe commune d'enquête qui a été instituée pour la situation en Ukraine, afin d'encourager les procédures à l'échelle nationale, procédures qui concernent par ailleurs ce qu'on peut appeler les petits poissons, en opposition aux plus hauts responsables qui font l'objet de mandats d'arrêt comme Vladimir Poutine par exemple pour la situation en Ukraine. Et donc c'est ça, c'est aller plus loin que l'article 17 et voire même concevoir la complémentarité comme un outil de politique pénale à présent pour la Cour, voire un instrument de gouvernance qui va orienter, inciter ou rendre les États réticents à l'idée d'agir, de poursuivre et de juger des auteurs de crimes de droit international. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne chance pour la suite de ce travail. Merci beaucoup.